Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série d'entretiens de naturopathie avec mon collègue et ami Alain Tardif. Bonjour à tous. Voilà, alors on s'est déjà présenté lors de vidéos précédentes, donc on ne va pas recommencer à chaque fois, maintenant vous avez compris. On va aborder pour commencer un sujet qui est redondant, c'est presque un marronnier, il s'agit de la vitamine D. Voilà. La vitamine D, alors avant de laisser la parole à mon ami Alain, je voudrais quand même rappeler ce que c'est. C'est beaucoup plus qu'une vitamine, la vitamine D. C'est avant tout et surtout une hormone, qui possède de nombreux récepteurs au niveau du corps humain, et qui a beaucoup d'autres fonctions que la simple notion de renforcer les os, ou en tout cas de faciliter l'assimilation du calcium pour ensuite l'exploitation au niveau des os. Voilà. La vitamine D joue des rôles dans le système immunitaire, elle est préventive dans certains cancers, elle est intéressante aussi pour certaines pathologies auto-immunes. On a découvert aussi qu'elle était intéressante pour le syndrome des yeux secs, et ainsi de suite. Il y a plein de propriétés de la vitamine D qui vont bien au-delà de ce qu'on connaît habituellement sur les problèmes d'ostéoporose et compagnie. Alors je rappelle que le syndrome des yeux secs, c'est aussi une maladie auto-immune qui était à la base d'ailleurs, justement. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitamine D? On la synthétise naturellement, par photosynthèse si je peux dire, puisque lorsqu'on s'expose au soleil, les rayons ultraviolets B vont favoriser la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau à partir d'un dérivé du cholestérol. Voilà. Ensuite, cette vitamine D est synthétisée au niveau de la peau, le cholécalciférol, est modifié au niveau des reins et du foie pour devenir une forme active, le calcitriol, et c'est cette forme active qui joue le rôle d'hormone dans le corps humain. Voilà. Alors, il y a des apports aussi externes par l'alimentation, mais qui sont beaucoup plus, je dirais, modestes. On les trouve notamment dans les poissons, les foies, les jaunes d'œufs, et ainsi de suite. Alors, je vais tout de suite éluder la question élucider, si je peux dire, de la D3 et de la D2. Il semble que toutes les études récentes qui ont été faites à ce sujet montrent que l'intérêt supérieur de prendre de la D3, et non pas de la D2, qui est une forme végétale de vitamine D, la D3 est supérieure incontestablement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, cet aspect-là est acquis. Pour moi, le vrai problème de la vitamine D, c'est est-ce qu'elle est de synthèse ou est-ce qu'elle est naturelle. Alors justement, on va déjà... Ça, c'est le vrai problème à mon sens. Alors, la vitamine D, effectivement, on peut la prendre par l'alimentation ou par des compléments alimentaires naturels, comme l'huile de foie de morue. Tout à fait. Alors, il y a aussi ça, et il y a un deuxième point qui est fondamental, c'est de bien insister sur le fait que la vitamine D produite par la peau a comme précurseur le cholestérol. Tout à fait. Et si on se carence en cholestérol, on se carence en vitamine D. Donc, on reviendra sur un autre entretien sur la question du cholestérol, mais c'est deux problématiques qui se lient. Alors, concernant les vitamines naturelles et de synthèse, alors effectivement, Gilles, tu as souligné que la vitamine D naturelle est produite essentiellement par la peau. On peut la trouver dans les aliments, effectivement. Certains champignons en contiennent aussi d'ailleurs. Pour les peuples nordiques, c'est fondamental parce que pour eux, qui sont beaucoup moins exposés au soleil, la source de vitamine D alimentaire est vraiment très importante. Pour nous, si nous nous exposons au soleil suffisamment, on n'aura pas besoin d'autant de vitamine D alimentaire. Mais quand même, il faut savoir. Et ça peut être un apport utile. Parce que oui, dans nos régions septentrionales, c'est notoire que l'on est carencé de façon chronique en vitamine D, parce qu'on ne s'expose pas. En raison du climat qui fait que la période d'été où on peut s'exposer est réduite, du fait qu'on porte beaucoup de vêtements, du fait qu'on travaille beaucoup à l'intérieur, il y a potentiellement une carence importante en vitamine D. Tout à fait. Voilà. Alors, concernant la vitamine D de synthèse, le gros problème, il y a eu des études, notamment en Suède, dans les années 80, où on rajoutait, en Suède, on rajoutait de la vitamine D de synthèse à des laits pour enfants. Et on s'est aperçu, au bout de quelques années, que de nombreux enfants de 6-7 ans développaient des calcifications des artères, des parois artérielles, à cause de la vitamine D de synthèse. Donc déjà, il faut faire très attention
à la nature de la vitamine D qu'on va consommer en supplémentation. Ça, c'est extrêmement important. Alors, si tu permets, Alain, qu'est-ce qu'on appelle la vitamine D de synthèse? Parce que quand on achète de l'UV-dose, par exemple, en pharmacie, là il y a une question de dose aussi, mais c'est encore un autre sujet, c'est de la D3 a priori. Mais nous, en tant que naturopathe, on va prescrire sur l'huile de foie de morue, soit effectivement de la vitamine D3 issue d'une synthèse, mais d'une biosynthèse. C'est-à-dire que la cire, la lanoline, est exposée aux rayons UVB, et la molécule qui est produite de vitamine D3 est absolument bio-identique à celle qu'on trouve dans l'huile de foie de morue, et ainsi de suite. Et les études, on en parlait déjà en aparté, qui ont conclu, notamment par l'Académie de médecine dans les années 2012, je crois, à l'intérêt l'intérêt multiple de la vitamine D et un dosage suffisant, sont basées sur ce genre de compléments alimentaires. Alors moi j'ai une petite réticence avec la vitamine D qui vient de la lanoline, parce que la lanoline c'est pas ça vient de la laine du mouton et c'est quand même recommandé dans les cosmétiques bio, hein, faut le savoir. Oui, mais on n'a jamais mangé de laine de mouton. L'être humain n'est pas... Non, mais c'est donc c'est pour ça que ça me pose question. Après, je demande à voir, effectivement. On peut très bien, après tout, avoir des molécules produites par une sorte de digestion naturelle. C'est le même processus qu'au niveau de la peau. Hein. Voilà, pourquoi pas, hein, je demande à voir. La vitamine de synthèse que je pointe du doigt, c'est celle qui est vraiment synthétisée par voie chimique. Par voie chimique. Voilà, la vitamine D pharmaceutique vendue en ampoule. Où là, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, il y a différents produits aussi, hein, les IMAG, l'UV-dose, tout ça. Des fois, c'est pas la vitamine D3 exactement, c'est un dérivé qui est pas. Oui. Bon, c'est compliqué. Je reste prudent sur les vitamines D de synthèse pour les raisons qu'elle peut entraîner la calcification des parois artérielles. Oui. Et alors, là, c'est quand même un peu un problème. D'accord. Alors, la vitamine D naturelle, comme tu dis, soit issue de l'huile de foie de morue, soit, de mon point de vue, celle qui est issue d'une biosynthèse, sous forme D3, mais qui peut être aussi, d'ailleurs, issue du lichen boréal, voilà, qui est peut-être encore plus naturel. Oui, là, je souscris plus, parce que je pense que c'est de là que les Esquimaux, en partie, tirent leur vitamine D. Alors, cette vitamine-là, il y a peu de risque de calcification. Le problème des calcifications, mais c'est un autre sujet après qu'on peut relier à l'ostéoporose, c'est l'apport massif de calcium aussi, parce que c'est l'excès de calcium qui va... Hein, oui, alors D, si on donne beaucoup trop de calcium et de la vitamine D de synthèse, là c'est une catastrophe. Et c'est ce qui est peut-être arrivé dans les fameux laits en Suède dans les années 80, les laits de vache en question riches en vitamine D, certainement, alors déjà il y a du calcium dans le lait, donc certainement ça a favorisé la fixation du calcium des laitages par la vitamine D de synthèse sur les parois artérielles. Bon, le mécanisme, on ne l'a pas forcément étudié à fond, mais en tout cas ce qu'on a constaté c'est cette calcification. Alors ensuite, effectivement, il y a la supplémentation en vitamine D naturelle qui peut être utile, et puis ne pas oublier de ne pas se carencer en cholestérol. Oui, alors, tout à fait. Donc c'est le problème des gens qui prennent des statines, qui ne consomment pas assez de produits animaux, etc. Pas assez de graisse, qui font des régimes sans graisse par exemple. Il faut savoir, bon ce sera un autre sujet qu'on va aborder, donc on ne va pas développer le cholestérol, on va l'aborder après. Bon, donc il faut le savoir, j'en parlerai plus tard. Mais si on pouvait maintenant, Alain, aborder la question de la dose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est censé apporter comme dose de vitamine D et à quelle concentration, parce qu'il faut savoir que officiellement, les recommandations officielles sont de 200 unités internationales par jour, ce qui est ridiculement bas au vu des connaissances actuelles, notamment l'Académie de médecine. Elle dit qu'il faut au moins 800 unités internationales, et les nutritionnistes vont beaucoup plus loin. Voilà. Et les taux plasmatiques, enfin les taux dans le sang plutôt, sont considérés comme suffisants à partir de 30 nanogrammes par litre, je crois. Mais beaucoup de nutritionnistes disent qu'il faut arriver facilement à 45 ou 50 nanogrammes par litre pour avoir les pleins effets de la vitamine D. Voilà. Alors, quel est ton point de vue là-dessus? Moi, je suis toujours pour ne pas surdoser les vitamines, quelles qu'elles soient. Parce que, bon, alors, c'est vrai que la vitamine D
a un intérêt autre que purement vitaminique, que ça ne sera pas le même débat que la vitamine C, par exemple, dont on pourra parler dans un autre voilà, on en parlera dans un autre débat. C'est la vitamine C, autant le surplus est éliminé par les reins, alors que la vitamine D, c'est pas le cas. Ça peut être stocké. Donc là, le problème n'est pas le même du tout. Le surdosage, pour moi, de vitamine D, alors évidemment, excepté des surdosages monstrueux, mais le surdosage, l'hypervitaminose, on va dire, je la vois pas. Il n'y a pas d'hypervitaminose en vitamine D. D'ailleurs, d'après les nutritionnistes, jusqu'à 10 000 unités par jour, il n'y a quasiment aucun risque de surdosage. Voilà. Il n'y a pas de surdosage. C'est utile. C'est même peut-être une des rares vitamines où il n'y a pas d'effet surdosage. La vitamine A, il y a un effet surdosage. La vitamine C, c'est pareil. Les vitamines du groupe B, il y en a certaines où il y a aussi un effet surdosage. La vitamine D, non. Il n'y a pas ce problème-là. Il faut savoir en plus que lorsqu'on s'expose au soleil une vingtaine de minutes, on fait facilement 15 000 unités internationales. Oui. Donc des apports de 2 ou 3 Alors, 000. maintenant, est-ce que les besoins de l'organisme ne sont pas différents en hiver et en été? Oui. Parce que, entre autres, la vitamine D favorise la fixation du calcium sur la masse osseuse, entre autres. Et l'os, nous sommes en mouvement beaucoup plus souvent au printemps, en été, et au début de l'automne qu'en hiver. Oui. Et donc, le fait d'être en mouvement implique la fabrication de l'os, sollicite la fabrication de l'os par les ostéoblastes dans l'os, dans le tissu osseux. Et donc, le besoin en vitamine D et en calcium est plus important par temps chaud, ensoleillé, où on est actif, que par temps froid, on est plutôt en hypoactivité physique. Et pourtant, le discours est plutôt officiellement inverse, c'est-à-dire qu'il faut prendre de la vitamine D en hiver. Pour préparer l'été. Pourquoi pas? Pour compenser. Pourquoi pas? On peut envisager aussi ça comme ça, sachant que la vitamine D, de toute façon, si on n'y a pas accès par le soleil en hiver, on y a accès par l'alimentation. Oui, mais là, ce sera des apports très modestes, même si on mange beaucoup. Oui, mais à minima, on va dire, à minima. Et en tout cas, c'est comme ça que les Esquimaux ont une source de vitamine D. Ils mangent aussi les contenus des intestins, où ils vont trouver... Voilà, et puis le lichen, etc. Donc, c'est effectivement... pour eux une source de vitamine D, mais moi je dis pourquoi pas, je ne suis pas du tout opposé à l'idée de prendre la vitamine D, à condition de bien veiller aussi à ne pas être carencé en cholestérol, parce que si on est carencé en cholestérol, la carence en vitamine D s'explique par la carence en cholestérol, mais cette carence en vitamine D n'est qu'un seul des effets de la carence en cholestérol, ce dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est aussi tout simplement, si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez aller faire un dosage. Oui. C'est pas remboursé, donc vous allez dans un laboratoire, n'importe lequel, vous dites, voilà, je veux doser ma vitamine D, et vous saurez où vous en êtes. Et il existe aussi des tables qui permettent de dire, en fonction de votre dosage au taux sanguin actuel, vous pouvez prendre tant d'unités par jour pendant la période d'hiver. Alors, il y a une chose qui est importante à mon sens à indiquer, c'est qu'il y a des publics qui devraient prendre plus souvent la vitamine D que d'autres. On pense notamment aux femmes ménopausées qui ont tendance à se décalcifier, ou aux femmes enceintes aussi. Les sportifs qui sollicitent beaucoup la masse osseuse, aussi à mon sens devraient prendre plus de vitamine D. Les personnes âgées en général, pas que la femme ménopausée, mais les personnes âgées en général, devraient prendre plus souvent la vitamine D. Parce que ça, c'est les publics qui préférentiellement peuvent, puis les adolescents bien sûr en pleine croissance, ce sont les publics qui peuvent souffrir le plus. Ça favorise même, ça atténue les syndromes d'enfants hyperactifs. Oui. C'est dans ces populations-là que la vitamine D vraiment aura le plus d'utilité, on va dire. Donc à la limite, je dirais même, il n'est même pas besoin de faire un dosage. Pour ces personnes-là, je pense qu'elles peuvent faire de temps en temps une cure de vitamine D,
Par exemple, d'ailleurs, un mois par trimestre ou un mois par semestre. On a Ça remboursé peut d'ailleurs très le bien. dosage parce que même la médecine officielle considère qu'on est carencé en hiver et du coup, Oui. voilà, il y a pas, si on prend la vitamine D sans faire de dosage, à la limite, vous respectez, si vous êtes à 1000 ou 2000, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, je voudrais, si tu veux Alors, bien- il y a quand même une Ouais. chose sur laquelle je voudrais revenir quand même, c'est que les huiles de poisson de mer froide, par exemple, apportent de la vitamine D, certes en quantité inférieure à ce qu'on peut voir dans certains compléments justement, j'avais alimentaires, demandé l'huile de foie de morue. mais Ouais. le micro-apport peut être utile, parce que souvent, dans certains cas, il suffit d'un micro-apport pour basculer de l'état de carence à l'état satisfaisant. Et donc pour moi, le complément alimentaire type huile de foie de morue a pleinement son utilité pour l'immense majorité des cas, je dirais. Et la vitamine A, t'es pas inquiet par rapport au risque d'hypervitaminose A, parce que c'est ce qu'on met en avant quand on prend l'huile de foie de morue. Alors, Bon, après, en plus les taux de vitamine D dans les huiles de foie de morue varient, ça peut varier. oui, c'est variable. Bon, la vitamine A, c'est pareil, hein, le taux de vitamine A va varier. Non, le problème de la vitamine A, de l'hypervitaminose A, est plutôt lié à des compléments alimentaires autobronzants, etc., riches, extrêmement riches ou trop riches en vitamine A, Ou en bêta-carotène de ou en synthèse. bêta-carotène de synthèse. Ouais, Il est surtout là le Mmh. problème. D'accord. L'huile de foie de morue, pris à raison de 2 capsules matin et soir, ou 2 capsules matin, midi et soir, c'est 6 capsules par jour, ça pose vraiment pas de problème d'hypervitaminose A. Hein. D'accord. Sauf Très vraiment chez des gens qui, par ailleurs, prennent déjà des produits riches en vitamine A de synthèse. Donc la vitamine D de l'huile de foie de morue, oui, tout à fait. L'huile de foie de morue en capsule, parce que Ça à passe boire, mieux. ça Mmh. passe moins bien, Mmh. donc en capsule, Mmh. ça passe mieux. Mmh. On peut envisager aussi des extraits de champignons, comme le cèpe, comme le shiitake, mais ils apportent un peu de vitamine D, mais on va dire, c'est modeste hein, quand même, ça reste modeste. Donc l'huile de foie de morue, pour moi, et les huiles de poisson de mer froide plus généralement, pour moi c'est quand même le meilleur apport en complément alimentaire à mon sens. Après la lanoline de mouton, ça se discute, hein, pourquoi pas, hein, à voir, mais c'est quand même beaucoup mieux que la vitamine D de synthèse de la pharmacie. Très bien Alain, et bien voilà, donc vous l'avez compris, la vitamine D, il faut vous y intéresser, documentez-vous. Oui. Il a donné quelques bases là-dessus, c'est vraiment très important. Je dirais que même c'est le système D hein, de la santé, Voilà. si on peut dire. Et n'oubliez pas une Voilà. chose, c'est que si vous avez des problèmes de calcification osseuse, ça peut venir d'un défaut de vitamine D, ça peut venir d'une carence en cholestérol aussi, hein, n'oublions pas, mais ça peut venir aussi d'un défaut thyroïdien. Hein, Oui, bien une sûr. tendance à l'hypothyroïdie. Il n'y a pas que la carence en vitamine D qui peut entraîner une décalcification osseuse. Tout à fait. Ok, Voilà, merci de votre attention. Rendez-vous au prochain entretien de naturopathie. à bientôt.